Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je règle mon téléphone, je me vois pas dedans, donc j'essaie de faire au mieux pour qu'on me voit et que l'image soit à peu près correcte. Voilà, c'est pour ça que je le règle. Donc je disais, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo pour parler de l'acidification des océans. Moi, je vais revenir en tout cas sur le mythe plutôt de l'acidification des océans. On parlera de la difficulté à mesurer la banquise. Avant ça, j'ai envie de commencer par la fluctuation du niveau des océans. Alors comment on la mesure? À travers les marégraphes qui sont disposés ça et là sur les côtes. Depuis 1979, on y ajoute les relevés satellitaires qui viennent compléter les relevés des mesures sur la fluctuation du niveau des océans. Qu'est-ce qu'on observe globalement depuis un millénaire? Une élévation de 10-15 cm par siècle. Ce sont des estimations. Donc rien de dramatique, une moitié de langouste d'élévation du niveau des mers par siècle. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, comme je vous disais, on parle souvent d'élévation du niveau de la mer catastrophique sous l'effet d'un réchauffement climatique, bouleversement, changement, je ne sais quoi, catastrophique. Alors simplement, bon, déjà il n'y a pas de catastrophe comme d'habitude, et ce sur quoi je veux venir et développer, c'est qu'on ne nous parle pas de l'effet de la croûte terrestre sur la fluctuation du niveau des océans, en tout cas de la tectonique des plaques. Et pourtant, malheureusement, le niveau des sols change. C'est la tectonique des plaques qui a bien des endroits est la principale cause du changement du niveau relatif de l'eau et des océans, comme le souligne Emery Kao, Bridget dans le livre Sea Levels, Land Level and Tide Gauges. Vous savez bien que des reliefs se créent, se déforment sous l'effet de la croûte terrestre qui est en mouvement, parce que la planète est en mouvement, et de la tectonique des plaques. Donc je suis pas expert en géologie, mais des plaques qui passent les unes sous les autres, des nouveaux reliefs qui se créent. Enfin, la Terre est en mouvement, la Terre est vivante au niveau géologique. Donc ça a bien sûr une influence qui est prégnante sur le niveau des océans. On nous en parle jamais. Je vais rajouter rapidement quelque chose d'un peu plus technique, c'est que divers phénomènes météorologiques sur la planète créent des différences de niveau des eaux sur les côtes. Donc on part de suite sur le Pacifique, donc en direction des côtes d'Amérique du Sud-Ouest et des côtes d'Asie du Sud-Est. Donc au milieu, vous avez l'océan Pacifique. En règle générale, vous avez un différentiel du niveau des eaux entre les côtes d'Amérique du Sud-Ouest et les côtes d'Asie du Sud-Est de 60 cm en faveur. Plus haute, niveau des eaux plus haut de 60 cm en Asie du Sud-Est par rapport à l'Amérique du Sud-Ouest. Pourquoi? Parce que en temps normal, vous avez des vents, des alizés qui partent de l'Amérique, des côtes de l'Amérique du Sud-Ouest en direction de l'Asie du Sud-Est. Donc phénomène météo classique et naturel. Ce qu'on appelle un effet de sèche, donc qui explique ce différentiel du niveau des eaux. Quand vous avez El Niño qui se renforce, ces vents, ces alizés sont coupés et vous avez cet empilement des eaux en Asie du Sud-Est qui revient vers les côtes d'Amérique du Sud-Ouest, qui crée des différentiels du niveau des eaux à très courte échelle sur des laps de temps relativement courts. Donc ce sont des fluctuations du niveau des eaux importantes qui existent un petit peu partout sur la planète en fonction de ces phénomènes météo et des courants aussi qui expliquent que le niveau des océans, on parle de 0 mètre, pourtant il n'est pas tout à fait le même en fonction de là où vous êtes sur la planète. Donc c'était important de le noter, parce qu'on nous parle toujours de, comme je vous le dis souvent, de la même chose, le changement, le climat, alors qu'il y a d'autres phénomènes très intéressants et qui sont pas abordés ou peu développés. Je vais même pas revenir d'ailleurs sur ce qu'on appelle sur l'érosion, on fait la confusion avec la montée des eaux, alors que l'érosion est encore une fois un phénomène naturel, le grignotage des côtes par des phénomènes d'érosion un petit peu partout sur la planète. Il y a des endroits où des côtes disparaissent via l'érosion et d'autres endroits où des côtes, des plages se recréent. Vous en avez une récemment qui est apparue, qui avait disparu je crois dans les années 60-50, c'était en Camargue et qui est réapparue. Vous avez, ça se trouve les articles sur le net si vous cherchez un petit peu. On a finalement peu de différence, je reviens à cette histoire de marégraphes et de relevés satellitaires, entre les relevés satellitaires et les marégraphes, donc les satellites qui sont apparus il y a peu de temps, dans les années 80 ou fin des années 70. Wunsch et Hall, dans leur livre Decadal Trends in Sea Levels Pattern, estiment que ces différences sont dues à un changement de matériel, non pas une accélération de la montée des eaux. Et pourtant, encore une fois, de manière souvent très malhonnête, on va dire, oui, vous voyez, un petit différentiel, c'est peut-être dû à ce fameux réchauffement climatique, alors que non, simplement que le matériel utilisé n'est pas le même, donc le degré de précision n'est pas non plus le même. Pourtant, dans les années 80, des alarmistes tels que Schneider ont compris que la question du niveau des mers serait un moyen tactique commode pour susciter de la peur. Donc de la peur qui est légitime en fait, parce qu'on vous explique que demain on va être englouti par les eaux, ça fait peur à tout le monde. On passe de suite à la banquise. Chaque année, la banquise voit un cycle annuel très prononcé. Donc, c'est très simple. Couverture quasi totale en hiver et fortement réduite en été. On note une baisse de la banquise d'été sur les dernières
décennies, même bien qu'elle soit stabilisée depuis 10-20 ans, en Arctique. Et l'inverse en Antarctique. Donc c'est important de voir qu'il y a une baisse de la banquise d'été en Arctique et l'inverse en Antarctique. Comme quoi, entre les pôles, il ne se passe pas tout à fait la même chose. Donc il n'y a pas de globalité dans la baisse des banquises. C'est différent en fonction des régions du monde. Donc comme je vous disais, avec une stabilisation de cette baisse en Arctique depuis ces quelques dernières années. Les satellites observent la banquise depuis 1979 pour discuter des changements climatiques. Ce qu'on peut dire, c'est qu'une durée de 40 ans, c'est relativement court. On a pourtant vu des tentatives d'extrapolation des tendances observées sur des courtes périodes, à l'appui d'affirmations que l'Arctique, en fait, devrait déjà, si on avait écouté ces extrapolations qui sont faites par le passé, déjà être libre de glace sur la banquise d'été. Donc c'est pas du tout le cas, bien sûr, hein. D'ailleurs, extrapoler des tendances sur des courts termes, ce n'est pas approprié. C'est comme si je vous disais, imaginons, je prends les changements de température qui au cours d'une journée, entre le matin et l'après-midi, et j'extrapole sur le temps, on tombera sur une courbe complètement exponentielle qui ne voudra rien dire. Donc il faut faire attention en climatologie avec les cycles d'observation très courts, et même nous, il faut qu'on soit, j'allais dire, je sais pas, le terme ne me revient pas, qu'on soit humble par rapport à nos observations, parce qu'on est relativement limité en durée dans le temps par rapport au temps géologique de la planète, et surtout nos observations en termes de climat sont très très courtes. Les plus vieilles stations météo datent de la fin du 19e siècle, hein, donc ça fait peu. Hein. Je parle bien sûr des plus anciennes, avec un maillage qui était faible à l'époque, donc un maillage qui a augmenté actuellement. Donc de faire le comparatif entre un maillage faible et un maillage élevé maintenant, ça crée des différentiels d'observation. Enfin, moi je ne vais pas m'étaler là-dessus. Bien que les relais satellitaires donnent des infos meilleures que ce que l'on avait avant, donc à travers les marégraphes, parce que des infos plus exhaustives et plus complètes, en fait ce n'est pas parfait. Ils peuvent confondre la glace couverte d'eau de fonte avec une mer libre de glace, donc la glace couverte avec de l'eau de fonte au milieu, et une mer libre de glace, donc la mer libre avec de la glace au milieu. Donc, je vous ai dit, enfin la banquise d'été est plutôt fragile et les changements des vents jouent un rôle important en expulsant la glace flottante des mers arctiques, tout simplement en fonction des années, en fonction des conditions météo, des centres d'action météorologique. Vous allez avoir des années où les vents vont faire que vous allez retrouver des icebergs qui vont pas être là où ils sont habituellement, parce que vous allez avoir des dérives en fonction des courants et des vents. Donc ça n'a rien d'anormal, c'est tout à fait classique. C'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs en 1912 pour comment il s'appelle ce bateau là qui a coulé, le Titanic. Ouais. Pareil, je vais pas trop développer sur le vélage des glaces, hein. On parle souvent le vélage des glaces, c'est lorsque les glaciers, en fait, c'est un phénomène naturel qui serait, je ne vais pas dire soi-disant, mais qui serait accentué par le réchauffement climatique, sont des glaces qui débordent petit à petit de la banquise, hein, et qui tombent dans l'eau. Donc on nous parle d'accélération de vélage avec le réchauffement climatique. Moi je vous dirais qu'on n'en parle jamais du fait que les années où il y a de fortes glaciations, c'est pas le terme exact, où il y a beaucoup de chutes de neige, où il y a une bonne reconstitution de la banquise, ce vélage est artificiellement aussi augmenté, naturellement augmenté par la pression de toutes ces glaces, de toute cette neige qui va pousser aussi les glaces sur les mers. Voilà. On passe de suite à l'acidification des océans, parce qu'il faut bien enchaîner. On a là encore une de ces affirmations pas claires, mais qui ne résiste pas à l'examen. Depuis la terreur fabriquée des plus acides, on a compris que le public est facilement terrorisé par le mot acide. Rappelez-vous, dans les années 80-90, on parlait des forêts dévastées par les plus acides. Bon, c'est sorti de la circulation, on n'en parle plus, mais c'est resté dans la tête des gens, dans les mœurs. Donc on nous dit que l'océan est en train de s'acidifier, que, je sais pas, les poissons, les coraux sont en train de mourir. Sauf que l'océan est basique et non pas acide, son pH est toujours nettement supérieur à 7, donc basique, hein. Et même des teneurs croissantes en CO2 dans l'air ne réduiraient pas son pH à 7, en fait ça ne changerait pas grand chose. Donc déjà, si on arrivait à 7, on parlerait de neutralité, non pas d'acidification. Ce sont des confusions de langage qui sont faites par les médias. Donc, neutralisation, c'est le pH 7. Donc avant d'arriver à une acidification, il faut passer par la neutralité des océans. Les changements modélisés actuellement envoient des pH très légèrement moins basiques. Donc rien de dramatique, hein, on peut encore moins parler d'acidification des océans. Une description correcte des événements, tout simplement, si on disait la vérité, ne susciterait aucune frayeur sur le public. Et donc on ne pourrait pas prendre un tas de mesures, mais j'en parle largement dans d'autres vidéos.
Pour aller plus loin, Patrick Moore, je sais plus si c'est un bouquin ou une étude ou des écrits qu'il a fait, Océan acidification, alarmisme en perspective, il en parle très bien pour ceux qui sont intéressés. Donc on peut faire de suite le parallèle, le corollaire avec la prétendue mort des récifs, des coraux, qui est en partie lié à cette fable de l'acidification des océans. On a notre ami Peter Reid, scientifique émérite, qui lors de je crois que c'était la convention de Oslo, donc convention sur le climat à sens unilatéral, comme toutes les conventions intergouvernementales, en disant oui c'est la catastrophe, donc il faut prendre des mesures, taxation, taxe carbone, énergie machin, renouvelable, manger d'une certaine manière, penser d'une nouvelle manière. Pareil, je développe largement dans d'autres vidéos, je ne vais pas devenir trop redondant. Mais bon, ça va bien à certains industriels et à certains politiciens. Donc lui, il a dit en fait, ouais, moi je constate rien de spécial sur les coraux. Il y a des endroits éventuellement où il y a des dégâts à cause du tourisme de masse. Ça se voit plutôt sur les endroits où vous avez une concentration des coraux qui sont proches des côtes, donc le tourisme par piétinement, etc. Mais globalement, les coraux se portent aussi bien maintenant qu'avant, et ça n'a pas plu à la convention d'Oslo. Il a été limogé. Donc il faut savoir quand même, pour la petite anecdote, ce sont des organismes qui ont plus de 500 millions d'années, qui sont passés par des phases où il y avait nettement plus de CO2 sur la planète, où les océans étaient beaucoup plus chauds, et ils sont toujours là, ils ont survécu, ils sont très bien adaptés. Il faut savoir aussi que, quoi qu'on en dise, on est en fin de période glaciaire ou période interglaciaire, et que la planète a déjà été, donc sur ces 500 millions d'années, passée par des périodes beaucoup plus chaudes. Donc ils étaient là, ils sont toujours là, et ils continueront à être là. On voit bien, pour finir, que l'idée que le réchauffement serait responsable de tout ce qui est déplaisant. Je finis avec l'article de Nation qui argumente qu'un emballement de l'effet de serre amène sur des Vénus des températures supérieures à la fusion du plomb. Je crois que c'est 327 degrés, donc il ferait 460 degrés sur Vénus, ce qui est vrai. Mais ce qu'elle ne nous dit pas, c'est que c'est une conséquence de la masse de son atmosphère qui est 100 fois supérieure à celle de la Terre. Parallèlement, on parle de Mars, je vous parle de Mars qui a 30 fois plus de CO2 que la planète Terre et qui est beaucoup plus froide parce que simplement plus éloignée du Soleil que notre planète, la Terre. Parce que je vous l'explique plusieurs fois, celui qui nous apporte du chaleur sur la planète, c'est pas, je sais pas quoi, la vapeur d'eau, le méthane ou le CO2, non, c'est le Soleil. C'est le Soleil qui est pourvoyeur d'énergie. En fonction de son état de santé, des cycles solaires, de l'activité solaire, ben, la planète se réchauffe plus ou moins, c'est de manière plus ou moins cyclique aussi. Mais bon, la réalité est sans importance pour ceux qui font du terrorisme climatique. Leur activité principale, une accumulation d'affirmations fausses ou trompeuses, est appelée preuve irréfutable de ce qui va arriver. Sur ce, je vous fais un bisou, ciao.